Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, à Saint-Raymond, un nouveau mode de concertation est mis en place pour assurer une meilleure participation des citoyens à la gestion intégrée de l'eau. À Sainte-Geneviève, l'intention d'Hydro-Québec de couper une centaine de pins dans une magnifique pinède suscite de l'inquiétude. À Sainte-Anne-des-Monts, la maison Gilles Carle soutient le maintien à domicile en soutenant les aidants naturels. À Amqui, le deuxième étage du presbytère est maintenant une résidence pour les étudiants. En Gaspésie et aux îles de la Madeleine, le projet pilote Festif et Safe, tout le monde y veille, permettra de veiller à la sécurité des festivaliers. À L'Anse à Beaufils, la nuit des Hauts-Mardiers est une tradition pour protéger les pêcheurs pendant la saison de pêche. À Montjoly, Justine Laberge-Vaugeois du duo Alpha Rococo est l'invitée d'honneur de la Crue des Mots. Et enfin, à Plessisville, on prépare la 10e édition du défi santé qui aura lieu le 18 mai prochain. Bonne émission. La réalisation du Bulletin des régions est rendue possible grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages qui vous proviennent de partout au Québec. Bonne émission. À Saint-Raymond, la Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne, qui assure une saine gestion des bassins versants, propose un nouveau mode de concertation à ses citoyens et Charles Leviolette de CJSR nous a préparé un reportage. Toujours bien implanté dans son milieu et à l'affût des préoccupations des riverains, pêcheurs, plaisanciers et autres acteurs de l'eau, l'organisme de bassin versant la CAPSA lance un appel à tous. D'ici un an, des comités consultatifs seront formés pour chacun des sous-bassins versants de son territoire. La CAPSA espère ainsi pouvoir élaborer avec encore davantage de finesse son plan directeur de l'eau. Il y a eu un nouveau cadre de référence qui a été déterminé par le gouvernement au niveau de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant et ça nous amène à changer notre structure de concertation. En ce moment, on avait une seule table de concertation pour tout notre territoire qui était ouverte, tout le monde qui voulait participer. On créait des petits comités pour la mise en place d'actions. Mais avec ce nouveau cadre de référence-là, on change toute la structure et on a jusqu'au 31 mars pour le faire. Donc, c'est là l'idée de mettre en place des comités de concertation dans notre nouvelle structure. On profite de ce moment-là pour se rapprocher localement des enjeux des citoyens. Comme expert en gestion de l'eau puis de la ressource en eau, on pourrait dire c'est quoi les problématiques prioritaires et en faire un plan d'action. Mais l'idée de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, c'est pas de dire qu'est-ce que nous, on pense qui sont priorités, mais c'est plutôt la communauté, les acteurs de l'eau à se regrouper ensemble et dire c'est quoi les priorités sur lesquelles ils veulent travailler dans le futur. À l'origine, on avait une table de concertation qui recouvrait tout notre territoire, soit 3285 km². Donc, c'est immense. Donc, on avait un groupe de citoyens qui devaient choisir des priorités pour un grand ensemble. Donc, c'était difficile pour eux de trouver une problématique qui est dans leur cours ou dans le cours du voisin ou de se sentir, ou s'il y avait une priorité qui était ciblée, de se sentir interpellé parce que ça ne touchait pas nécessairement, c'était global sur un grand territoire. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de créer des comités locaux de bassins versants, donc diviser notre territoire en sous-bassins versants et de mettre un petit comité de citoyens, d'acteurs de l'eau, de représentants pour qu'ils discutent des enjeux qui sont locaux, vraiment sur leur petite échelle, et de sortir la priorité de ce petit territoire-là. Comme ça, ils vont être plus enclins à vouloir mettre des actions en œuvre pour régler la problématique parce que ça va les toucher principalement. Par exemple, si on prend le bassin versant de la rivière Sainte-Anne, donc toute l'unité géographique qui draine l'eau de la rivière Sainte-Anne jusqu'au fleuve à Sainte-Anne-de-la-Pérade, dans cette rivière-là, on trouve plusieurs sous-bassins versants. Exemple, la rivière Niagaret qu'on connaît. On a la rivière Noire, la rivière Bras-du-Nord, la rivière Jacot, la rivière Charret, on a la Tourilly, puis on a le bras principal qui est la Sainte-Anne. Donc, tous ces rivières que j'ai nommées là, ils ont une unité géographique de bassin versant. Donc, c'est cette unité-là qu'on va travailler avec les citoyens. Ça peut être aussi un sous-bassin à partir d'un lac, parce que, exemple, le lac Sept-Îles, qui a en tête, ou son bassin de drainage où l'eau se jette dans la rivière Sept-Îles, il y a la rivière Gosford, donc ça fait partie du sous-bassin. Donc, il pourrait avoir un comité du lac Sept-Îles, dans le fond. La même chose pour le lac Sergent.
Avec le temps, on avait une table de concertation au départ qui était pour l'ensemble du bassin, de notre zone d'intervention. Puis on a réalisé que pour la mise en œuvre, c'était beaucoup plus simple de faire des sous-comités. Exemple, le Lac-Sergent, on a mis un comité de bassin versant. Il y en a un qui est en train de se placer pour le parc naturel régional de Portneuf. On avait un déjà pour la rivière La Chevratière, le Copalc à l'époque. On avait Niagarette. Puis on réalisait que c'était la façon la plus simple pour mettre en œuvre des actions parce que justement, le monde était touché par des problématiques sur leur territoire et ils intervenaient. Donc, cette idée de remettre ça en place est venue parce qu'on croyait que c'est la façon la plus active et la plus facilitante pour mettre en œuvre des actions. Le plan directeur de l'eau est un outil de planification du territoire pour protéger la ressource en eau. C'est à l'intérieur de cet outil-là qu'on retrouve le portrait de la situation, les problématiques et aussi les actions sur lesquelles il faut travailler pour régler des problématiques prioritaires. Donc, on cible des objectifs, on cible des orientations et les actions pour atteindre ces objectifs-là. Cet outil-là est conçu par la communauté et non les experts de la CAPSA. Nous, on les aide à coordonner l'exercice de concertation pour qu'eux choisissent les priorités sur lesquelles ils veulent travailler dans les prochaines années. Les personnes qu'on cherche pour participer à ces comités de bassin versant sont des acteurs de l'eau. Des acteurs de l'eau, c'est quoi? C'est des personnes qui utilisent l'eau, qui ont un usage de l'eau, qui aiment la ressource en eau, qui ont un intérêt à protéger la ressource en eau sur leur territoire. Donc, ça peut être autant un citoyen, un représentant municipal qu'une entreprise agricole dont des cours d'eau longent son territoire et qui vit des problématiques avec les cours d'eau. Ça peut être un citoyen qui a un puits privé puis qui collecte l'eau souterraine et qui vit des problématiques. Ça peut être un riverain qui utilise la rivière pour pêcher, pour faire des balades en canot. Donc, c'est toute personne qui a une relation avec l'eau qui peut participer au comité bassin versant. C'est toute personne qui veulent s'impliquer et mettre du temps dans la recherche de solutions et aussi de prioriser des problématiques qui se trouvent sur leur territoire, qui ont un intérêt à faire partie du changement. Afin de protéger ces lignes de transmission, Hydro-Québec envisage de couper une centaine de pins dans la magnifique Pinède située à Sainte-Geneviève. Et Daniel Yvon de CTRB nous a préparé un reportage. CTRB assiste à différents conseils municipaux dans la MRC d'Autrey. Et lors de la séance du conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 2 mai dernier, une résolution proposée par M. Gaëtan Bailleur est restée lettre morte. Écoutons cet extrait vidéo. C'est mise en valeur du territoire. Hydro-Québec, les arbres dans Sainte-Philomène. Hydro-Québec nous a avisé qu'il y avait une centaine de gros arbres à couper dans le rang Sainte-Philomène. M. Bailleur nous a fait un texte que je vais vous lire. Considérant le projet de la maîtrise de végétation en bordure du chemin principal de rang Sainte-Philomène soumis par Hydro-Québec, considérant que la coupe de toute une rangée d'arbres viendrait modifier substantiellement le paysage de ce chemin, considérant le cachet particulier du secteur et la volonté de la municipalité de le préserver, considérant que la municipalité a, dans ce sens, adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, dans le secteur, considérant que la municipalité a adopté un règlement sur la coupe des arbres, que le document maîtrise de la végétation, il existe différents types de travaux d'intervention, considérant la présence d'un sentier pédestre dans le boisé et considérant que l'élagage serait moins drastique que l'abattage, il est proposé par M. Baillard que la municipalité demande à Hydro-Québec de réétudier le projet de la maîtrise de la végétation en bordure du chemin principal de Sainte-Philomène et de considérer la possibilité de l'élagage comme moyen de sécurisation afin de sécurisation de la ligne de transmission et ainsi préserver le patrimoine forestier. Que la municipalité assure Hydro-Québec de son entière collaboration dans ce projet. Il est proposé par M. Bailleur. Est-ce qu'on a un secondeur? Qui veut seconder?
C'est rare que ça arrive, mais on n'a pas de secondaire, donc ça ne sera pas considéré. On ne comprend vraiment pas. On a été calé de discuter. Ça prend un proposeur de secondaire, puis on passe au point 8. Suite à cette résolution qui a avorté, nous avons, dans les jours suivants, contacté M. Gaétan Baillard à ce sujet. Il se questionne si cette coupe annoncée ne pourra pas être remplacée par un élagage, une solution moins drastique. C'est de la municipalité, dans le passé, je crois que c'était en 2009, on a passé un règlement justement pour préserver le paysage, particulièrement dans ce secteur ici. Là. Puis, bon, dans ce sens-là, il faut être cohérent avec les décisions qu'on prend, la réglementation municipale. Alors, je comprends pas qu'on arrive à dire, bon, ben non, si, on n'appuie pas cette résolution qui, dans le fond, demande simplement d'évaluer la possibilité, les mesures que l'Hydro-Québec peut faire, la possibilité de tout simplement élaguer certains arbres, dans la mesure du possible, c'est ce qu'on demande. Sinon, c'est eux qui ont le dernier mot, puis je comprends, puis c'est correct. C'est juste une demande d'évaluer la possibilité de procéder autrement pour certains arbres. Il y en a qu'il faut qu'ils soient coupés, j'en conviens, mais pas l'ensemble. Il y en a des beaux arbres. En tout cas, à mon avis, un simple élagage pourrait faire le job. C'est une simple demande, c'est pas... En fin d'entrevue, M. Baillard croit que sa résolution n'a pas été appuyée par ses confrères en raison d'opinions divergentes dans d'autres dossiers. Mais il n'a pas voulu aller plus loin. Écoutons cet extrait vidéo. Je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi. Je l'ai proposé, mais effectivement, il n'y a eu aucun appuyeur à cette résolution. La raison, je peux commencer une hypothèse, là, c'est que la semaine précédente, il y a eu, dans un autre dossier qui est majeur pour la municipalité, il y a eu une divergence d'opinion importante sur ce dossier-là, mais qui n'a aucun lien, mais vraiment aucun lien par rapport au projet d'Hydro-Québec. Je ne sais pas si c'est ce dossier-là qui a fait en sorte qu'il y a eu ce changement d'attitude au sein du conseil, mais c'est la seule hypothèse. Il faudrait le demander. Moi, il ne faut pas répondre à leur place. Nous avons aussi contacté le maire Robert Pufal, qui nous a parlé hors caméra que les autres membres du conseil municipal, après discussion, sont d'avis qu'Hydro-Québec a les experts nécessaires pour prendre une décision tant qu'à l'avenir des arbres ciblés dans la pinède, que les élus ne sont pas des experts en la matière. Si Hydro-Québec estime qu'il faut couper des arbres pour prévenir des pannes de courant, nous ne sommes pas placés pour les contredire. Quant à la raison du volte-face des élus, le maire souligne qu'il peut y avoir des divergences d'opinion entre les membres du conseil, mais que qu'il ne veut pas alimenter le débat. On peut se rappeler en terminant que la pinède appartient au ministère des Ressources naturelles et qu'elle se situe sur les terres de la plus importante pépinière provinciale du Québec. Donc, ce sera un dossier à suivre. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie s'entretient avec Cathy Bérubé du ministère de la Santé sur le rôle essentiel des maisons de répit, telles que la maison Gilles-Carle à Sainte-Anne-des-Monts. Moi, Chloé Sainte-Marie, j'ai été aidante pendant 17 ans. On sait quand on commence, ensuite c'est la vie qui décide. On va parler aujourd'hui des maisons Gilles-Carle et je commence tout de suite l'entrevue avec Mme Cathy Bérubé, qui est du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bonjour, Mme Bérubé. Bonjour. Vous travaillez au ministère des Services sociaux et de la Santé. Quel est votre rôle? Moi, j'ai la responsabilité, entre autres, du dossier des maisons de répit, les maisons de type Gilles-Carle et le dossier de gériatrie sociale. Puis en parlant des maisons Gilles-Carle, dans le fond, c'est quoi les origines de cette maison-là, de ces maisons-là? Ça vient d'où? Initialement, il y avait M. Gilles-Carle, qui était du domaine artistique, qui, lui, était atteint de la maladie de Parkinson, puis un petit peu plus tard de la maladie d'Alzheimer, et il nécessitait quand même beaucoup de soins. Ce qui fait que sa conjointe, Mme Chloé Sainte-Marie, a fait différentes démarches pour aller chercher des services pour des gens atteints là, de différentes maladies, un peu comme l'était son conjoint. Oui, puis Mme Sainte-Marie, c'est la porte-parole. Exactement, de la Fondation Maison Gilles-Carle.
C'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas tout à fait... Moi, j'avais pas vraiment entendu parler de ça tant qu'il n'y a pas de maison qui s'est ouverte ici à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, dans le fond, c'est quoi le but de ces maisons-là? À quoi ça sert? Le but des maisons Gilles Carle, c'est de soutenir le maintien à domicile. Puis là, bien, il y a de l'intervention à 2 niveaux. De l'intervention pour les personnes aidées, c'est-à-dire qu'on accueille ces gens-là dans les maisons, parce que le but d'une maison Gilles Carle, c'est d'offrir du répit aux personnes proches aidantes. Ce qui fait que, dans le fond, ça donne du répit aux proches aidants, puis un service à la personne aidée qui est accueillie. Puis c'est quoi la marque de distinction? Vous avez parlé tout à l'heure de maisons de répit, de maisons, mais il y a aussi les maisons Gilles Carle. Donc, c'est quoi la marque de distinction entre une maison de répit ordinaire puis celle de Gilles Carle? Je vous dirais, quand on a le label Gilles Carle, c'est que l'intervention est axée sur l'art et la culture. Compte tenu que les deux étaient du domaine artistique, d'une part, puis d'autre part aussi, c'est que les maisons Gilles Carle accueillent des profils de clientèle de toute nature. Donc, c'est pas circonscrit à un profil de clientèle en particulier, puis il n'y a pas d'âge non plus pour eux. Par contre, chaque maison, elle, a à définir 2 profils de clientèle. OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Puis des maisons, il y en a combien au Québec, là, présentement? Actuellement, on a 9 maisons au Québec, 82 places. OK. Puis il y a quand même une visée pour en avoir beaucoup plus, parce que je lisais qu'en janvier 2019, il y a eu une annonce pour l'ouverture de 20 maisons d'ici 2029. Oui, exactement. Madame Marguerite Blais avait annoncé en 2019 une perspective de 20 maisons d'ici 2029. Puis l'offre de service, vous venez de nous en parler un petit peu, ils ont des choix à faire, mais c'est quoi l'offre de service en général, là? Bien, obligatoirement, il y a du répit de 24 heures, donc une ouverture sur un séjour, puis d'autres services connexes qui peuvent être, par exemple, des activités de jour, des cafés-rencontres, de la formation, de l'information, des choses comme ça. Vous m'avez parlé du fait qu'on a des gens qui ont besoin de répit, puis il y a ceux qui vont bénéficier aussi des services de répit, donc les aidés, hein, les aidants et les aidés, il faut les démêler un peu. Mais c'est quoi le genre de service pour les proches aidants, à part le fait d'aller porter quelqu'un qui a des besoins et qui pourrait leur permettre d'avoir du temps, par exemple, pour aller faire des commissions ou autre chose? Là? Oui, bien, le fait que la personne aidée est confiée à la maison Gilles Carle, bien, à ce moment-là, ça donne du temps pour vaquer à différentes occupations, là, du temps... Parce qu'en fait, les proches aidants, quand ils confient leurs proches à la maison, bien, ils le font en toute confiance parce que c'est des gens qui sont habilités, qui sont habitués de composer avec des personnes aidées, avec des profils comme ceux qui accueillent. C'est ça, puis vous avez des professionnels dans ces maisons-là pour aider, justement? Habituellement, c'est des gens, par exemple, des préposés aux bénéficiaires, tout ça. Donc, c'est vraiment un soutien qu'on fait à ce niveau-là. Puis tous les services professionnels sont offerts par l'établissement, le CIS ou le CIUS. OK, c'est un lien direct avec le centre... au niveau des hôpitaux et tout ça, comme la Gaspésie. C'est des partenaires. OK, c'est des partenaires. Bien, parlons-en des partenaires. Il y a aussi du financement, j'imagine, que vous avez besoin d'aller chercher. Oui. Quand on ouvre une nouvelle maison, à ce moment-là, le ministère fournit à chaque établissement un budget non récurrent. C'est un budget de démarrage. Ça vise à organiser toutes les activités pour préparer l'ouverture. Puis le jour J, quand la maison ouvre, bien à ce moment-là, il y a un financement qui est rattaché aussi. C'est un financement qui vient du réseau Santé-Services sociaux. Puis ce financement-là est prévu pour contribuer au niveau des soins d'assistance. Donc le financement réseau n'est pas pour... des services administratifs ou de l'immobilier. Okay. C'est la raison pour laquelle l'organisation de la Maison Gilles Carle doit compléter son financement avec de la philanthropie. OK. Et puis, j'aimerais, pour terminer, là, savoir c'est quoi la plus-value pour les personnes qui sont aidées, puis la plus-value pour les aidants aussi? Bien, les personnes qui sont aidées, parce que c'est une diade, hein, la personne aidée, elle est dans un milieu, donc ça lui fait connaître d'autres services. Ça ouvre à différentes possibilités, à les stimuler parce qu'on travaille avec l'art et la culture. Ça lui fait connaître d'autres personnes, donc il y a tout de l'échange, l'interaction. Puis pour la personne proche aidante, eh bien, elle part en confiance, elle laisse sa personne aidée là
peut toujours appeler pour avoir des nouvelles, mais il y a quand même un lien de confiance qui se crée. Puis à ce moment-là, bien, ça permet au final que les gens peuvent se maintenir à domicile de façon plus longtemps ou de façon sécuritaire aussi, parce qu'on remarque qu'il y a moins d'épuisement quand les personnes proches aidantes utilisent ce service-là. Bien, on vous remercie beaucoup pour toutes ces informations-là, Mme Bérubé, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le deuxième étage du presbytère de la paroisse Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui est maintenant une résidence pour étudiants. Et Marc Baudouin de la TVC Matapédia était sur place pour l'inauguration et la bénédiction officielle de cette nouvelle résidence. Le projet de transformation du deuxième étage du presbytère d'Amqui en résidence étudiante est maintenant complété. Aujourd'hui, les membres de la fabrique d'Amqui procèdent au lancement du projet et je suis sur place pour vous le présenter. Quand le CEMEC a été inauguré en 1995, il y a eu la bénédiction du CEMEC. On a des photos de ça. On est dans un presbytère. Je sais qu'il y en a qui... La religion, ça veut dire certaines choses, mais on a quand même un prêtre à côté de nous autres qui nous vient du Bénin. Puis je te demanderai... Kindé, s'il te plaît, si tu veux bénir nos résidences. Bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, écoute la prière de tes serviteurs qui inaugurent aujourd'hui cette chambre d'étudiants en implorant ta bénédiction et ta grâce. Que tous et toutes les personnes qui vont demeurer ici trouvent en toi un refuge. Qu'à leur sortie, tu sois leur compagnon de route. Qu'à leur retour, tu sois leur hôte. Envoie sur eux et sur elles toute ta bénédiction. Bénis leur existence et leurs travaux. Garde-les de tout danger et de tout mal. Et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci, Kendall. Merci. Je suis en compagnie de Jeanne d'Arc Voyer, qui est la présidente du conseil de la fabrique d'Amqui, et de Annie-Lydia Galland, qui est la directrice du CEMEC. Bonjour à vous deux. Bonjour. On assiste à une grande journée aujourd'hui parce qu'on inaugure les résidences du presbytère. Et je pense que c'est un projet que ça fait longtemps là, qui est sur les planches et que vous travaillez dessus. Oui, ça fait plusieurs années. On a commencé avec d'autres directeurs du CEMEC. Maintenant, les choses évoluaient lentement. À un moment donné, ça a été mis un peu sur la glace à cause des inscriptions, puis à cause qu'on avait une demande aussi, probablement pour louer pour une garderie. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, aujourd'hui, on est très, très satisfait de la tournure des événements, d'autant plus qu'on a quand même une garderie pour accommoder les parents à Amqui. Et puis, c'est un projet qui est fait en collaboration entre le CEMEC et la fabrique. C'est quoi la part de chacun dans ce projet-là? Bien, pour le CEMEC, on a offert de l'ameublement, on a aussi offert toute la... par rapport à l'électronique et... les meubles, oui, c'est ça, les électroménagers. Oui, oui, les électroménagers. Parce qu'il faut dire que c'était la direction qui était avant moi qui a vraiment... Moi, je récolte les fruits, comme je disais tout à l'heure. Je suis tellement chanceuse, mais je suis vraiment contente de ce projet-là. Mais effectivement, c'est ça. On a fait un beau partenariat. C'est sûr que nous, on s'engage aussi à promouvoir sur notre site Internet et de toute manière, c'est avantageux pour nous parce qu'on a besoin de chambres, on a besoin de résidences pour nos jeunes parce que effectivement, à Amqui, on a ce besoin-là vraiment
Donc, c'était déjà à la base un besoin. Donc, ça nous fait plaisir de promouvoir les résidences du presbytère et d'avoir ce partenariat-là avec la fabrique, là, ça nous convenait totalement. Oui, c'est un beau partenariat. C'est un partenariat de 3 ans. Puis ça nous permet de louer aussi aux étudiants à des prix qui sont vraiment raisonnables pour les étudiants. Puis, comme on disait tantôt, c'est très près. Donc, même s'ils ont une voiture, ils peuvent voyager à pied. Puis, pour nous, c'est sûr que ça assure à la fabrique un revenu annuel aussi qui n'est pas à dédaigner, là, parce qu'on sait que c'était tellement grand. Puis, on ne peut pas avoir autant de prêtres comme on en avait avant. Alors, c'était une façon de rentabiliser cette bâtisse. Oui, c'est ça. Pour la fabrique, c'est une belle façon là, de conserver aussi le lieu puis d'offrir des services à des étudiants. Tout à fait, parce qu'on aurait pu envisager de vendre, mais ça, on ne voulait pas parce qu'on voulait vraiment garder ça, que ça faisait partie du patrimoine, là. Puis, je dirais que on est 21 paroisses qui sont réunies ensemble, puis dans les 21 paroisses, on est la seule paroisse dont le presbytère n'a pas été vendu. Puis moi, ce que je trouve, on parlait tantôt de coûts modiques pour les étudiants, mais en plus, le fait qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser leur voiture, ils épargnent du gaz, mais c'est tout meublé. Tu arrives dans la chambre, tu as seulement à apporter tes vêtements en réalité. Puis aussi, tu partages donc poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, tout ça. Ils ont aussi accès à un lavabo dans chacune des chambres. Il y a le Wi-Fi qui est fourni. Donc, pour un étudiant, là, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis, nous aussi, au CEMEC, on avait une table, je dis une table, mais c'est plus un lit, en fait, pour physiothérapie. Donc, on leur a donné pour qu'ils vont pouvoir se pratiquer parce que c'est beaucoup des étudiants en physiothérapie. Ça va leur permettre de travailler en équipe les choses qu'ils vont avoir appris au CEMEC. Là. Fait qu'ils vont pouvoir faire le devoir ici. Exactement, c'est ça. C'est assez merveilleux. Si vous êtes étudiant ou un futur étudiant du Centre matapédien d'études collégiales et que vous voulez des informations sur les logements du presbytère, vous pouvez consulter le site Internet du CEMEC à l'onglet « Résidences ». La table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine met en place le projet Festif et Safe, tout le monde y veille, afin d'assister les festivals dans la création d'espaces sécuritaires. Marc Bert de Télé-Gaspé s'entretient avec Sarah Ternoir. Mon nom, c'est Sarah Ternoir. Je suis agente de projet à la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Ce qui nous amène à se parler aujourd'hui, c'est ce projet pilote, Festif et Safe. Déjà, peux-tu nous expliquer déjà en quoi consiste ce projet? Oui, mais en fait, ce projet-là, c'est ça, on l'a mis sur pied avec nos partenaires, donc le Calax de la Boum Gaspésie, le Calax l'Espoir des îles et puis l'organisme Indépendance Mi-Chemin. Donc, c'est un projet, en fait, qui vise à accompagner les festivals et les espaces festifs sur le territoire, à s'outiller, en fait, par rapport à la question des agressions à caractère sexuel et des intoxications involontaires. Donc, c'est un projet dans lequel on crée des nouveaux liens pour nous. C'est la première fois qu'on va créer des liens avec, justement, plus des milieux comme les festivals, des milieux plus culturels. On travaille en concertation donc avec ces espaces-là pour voir comment il est possible en fait de rendre des espaces plus sécuritaires lorsqu'on est dans des rassemblements de masse et en contexte festif. Alors des fois quand on n'est pas touché par ça ou par qu'un proche de notre entourage a été touché par ça, on a l'impression que ça n'existe pas, mais en lisant votre communiqué, j'ai l'impression que en fait, si ça peut avoir lieu même dans notre région ici, est-ce que tu as des chiffres ou bien à nous dire ou quelque chose sur la situation réelle de ce qui se passe dans notre région? En fait, par rapport à cette question-là, il faut savoir que
d'abord, c'est une question qui est très délicate parce que les agressions à caractère sexuel, c'est vraiment une problématique qui est souvent très sous-dénoncée. Fait que le nombre, les chiffres qu'on va pouvoir avoir sous les yeux, c'est souvent des chiffres qui sont minimisés parce que c'est pas toutes les femmes, c'est pas toutes les personnes qui vont aller dénoncer une agression à caractère sexuel pour beaucoup de raisons. Dont le fait d'habiter en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, on a la question des petits milieux, donc le fait de connaître souvent les personnes qui vont peut-être perpétrer cet acte-là. Donc, c'est délicat de donner des chiffres. Les plus récents qu'on a, par contre, qui ont été colligés par la Direction de la santé publique, nous montrent qu'on a un taux d'infraction sexuelle qui est plus élevé en Gaspésie aux îles de la Madeleine qu'il ne l'est au Québec. Donc, ça, c'est sûr que nous, ayant ça en tête et ayant aussi ce que je viens de nommer, donc par rapport à la sous-dénonciation, ça nous fait nous dire que c'est important de créer des espaces qui soient... Alors, c'est sûr que là, le projet s'adresse vraiment aux espaces festifs, au festival, mais c'est important, en fait, qu'on crée un environnement dans lequel les femmes se sentent à l'aise de dénoncer. Donc, qu'on se conscientise aussi en tant que société, en tant que région à cette question-là. D'accord, donc vous avez visé les festivals en particulier, j'imagine, c'est comme si on choisit des points où ces situations peuvent être un petit peu plus... la possibilité que ça ait lieu. Est-ce que c'est dû en partie parce qu'il y a de l'alcool ou est-ce que il y a d'autres critères? C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Rien que le fait d'être en fait rassemblé avec beaucoup plus de personnes que d'habitude peut être un critère en fait aggravant, je dirais, dans cette question-là. C'est sûr qu'après, la question de la consommation, alors que ce soit d'alcool, que ce soit de drogue, etc., sont aussi des facteurs qui peuvent influencer. C'est pour ça, en fait, que nous, on trouvait ça important de travailler en collaboration, donc avec les CALAX qui travaillent, eux, sur les interventions par rapport aux agressions à caractère sexuel, qui travaillent aussi en prévention, en sensibilisation, mais aussi avec Mi-Chemin, donc qui travaille en dépendance, qui fait aussi de la prévention. Fait que vraiment, notre approche là, sur ce projet-là, c'est d'aller à la fois former les bénévoles et les équipes sur éventuellement l'accueil d'une potentielle victime d'agression sexuelle. Donc, comment est-ce qu'on l'accueille, etc. Et on va travailler aussi en prévention sur la réduction des méfaits. Comment est-ce qu'on peut intervenir s'il y a, par exemple, de la surconsommation en termes d'alcool ou de drogue et de lier les deux, de voir un peu comment est-ce qu'on peut être finalement des vigiles dans ces espaces-là pour faire en sorte que tout le monde ait du fun. C'est ça qu'on veut au final là, dans des rassemblements comme ça, c'est on veut que tout le monde ait du plaisir. On n'a pas tous du plaisir de la même manière, mais idéalement, on le ferait dans le respect pour toutes et tous. Jean-Denis Laperrière de TV-CGR s'est rendu à L'Anse-à-Beaufils pour la Nuit des Hauts-Mardiers, qui souligne le début de la saison de pêche. Vous écoutez Dans notre communauté. Mon nom, c'est Zoé Jean Delaurier. Je suis coordonnatrice de l'événementiel à la vieille usine de L'Anse-à-Beaufils. Donc, nous sommes vendredi. Demain, samedi 29, c'est le départ des Hauts-Mardiers. Donc, je voulais parler un peu de cette tradition qui a été mise en place de la Nuit des Hauts-Mardiers. Oui. Comment ça a commencé? Bien, ça a commencé il y a très longtemps avec la bénédiction des bateaux qui se faisait par le curé, qui se fait toujours par le curé pour leur souhaiter bonne chance en mer, pour éviter les pertes, en fait, de matelots en mer. Puis, au fil des années, c'est devenu une tradition. Puis, la famille et les amis viennent se joindre à ça. Puis, éventuellement, la vieille usine a décidé de se joindre à ça aussi.
parce que c'est la 16e année que vous le faites. Donc, ça fait plus longtemps que ça encore que le curé venait bénir les bateaux? Oui, exactement. Ça fait, je connais pas de date exactement à vous donner, mais ça fait plusieurs années là, que ça se fait. Donc, de l'organiser de cette façon-là, comme vous le faites depuis maintenant 16 ans avec Demain, oui. Ça, l'idée est venue de qui? Je penserais que l'idée serait venue de Lison et André qui ont parti la vieille usine il y a déjà plus de 20 ans maintenant, qui ont rénové cette belle bâtisse pour en faire la vieille usine. Donc, c'est parti de eux. Puis ensuite de ça, c'est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc, bénédiction des bateaux, chansonniers qui sont sur place, puis la vieille usine qui fournit café, viennoiserie, puis petits sandwichs pour les pêcheurs puis pour leur famille. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, le fait que le curé vienne ici accompagner les pêcheurs pour leur première journée en venant bénir leur bateau? Pour moi, pour la vieille usine, je pense que ça représente une belle tradition, en fait, qui est d'année en année, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs, je pourrais dire. Donc voilà, je pense que c'est un beau petit porte-bonheur pour eux puis pour tout le monde. Puis c'est la tradition, puis on aime la tradition. La première journée, ou plutôt la veille du départ comme ça, est-ce qu'il y a une ambiance particulière sur le quai? Oui, bien là, cette année, c'est la première fois qu'on fait un 5 à 7 la veille de la Nuit des Eaux-Mardiers. Donc là, on a vraiment un peu accentué la belle ambiance qui vient avec la Nuit des Eaux-Mardiers. Donc là, on va avoir Martin et Gaétan, Martin Hogan et Gaétan Island, qui vont chanter pour nous de 5 à 7 pour que les gens puissent venir festoyer pendant qu'il fait encore clair. Puis ensuite de ça, on se revoit vers 2-3 heures du matin pour la Nuit des Eaux-Mardiers. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Oui, bien en fait, la Nuit des Eaux-Mardiers, c'est en grande partie possible grâce à Desjardins qui nous aident à avoir les sous pour pouvoir fournir la nourriture à nos pêcheurs. On remercie aussi tous les bénévoles qui ont fait les sandwichs pour les pêcheurs qui font la nourriture. Puis on remercie aussi Pete Caribou qui généreusement a offert quelques canettes de bière aux premiers arrivés à notre beau 5 à 7. Bonjour, mon nom est Jimmy Lepage, je suis pêcheur, capitaine propriétaire et en même temps, je suis président des Eaux-Mardiers de la Gaspésie. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait que le curé vienne vous accompagner pour votre première sortie en venant bénir vos bateaux? Bien, moi, personnellement, c'est sûr que ça représente comme la sécurité sur la mer et en même temps la chance pour la récolte des homards pour qu'on fasse une bonne année et puis que tout se passe bien. Donc, la première fois que vous avez assisté à cette cérémonie-là, comment vous avez trouvé ça, cette ambiance-là? Puis... Bon, premièrement, la première fois que j'ai assisté dans cette célébration, c'était en 2018. J'étais encore vicaire en ce moment-là. Alors, je suis descendu ici avec le curé à l'époque, l'abbé Serge Tijani. Donc, c'était comme ça que j'ai participé la première fois. Comment vous aviez trouvé l'ambiance? Oh, vraiment une belle ambiance, Ça me faisait de plaisir de voir les gens qui se rassemblent pour recevoir la bénédiction divine avant d'avancer au large. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer cette bénédiction? OK, bon. Pour moi, c'est vraiment une belle occasion de demander l'assistance divine aux gens, les pêcheurs qui vont avancer au large. Et comme j'ai dit au début de cette célébration, ils ont besoin de cette bénédiction pour qu'ils soient bien protégés et puis que Dieu leur accorde une pêche miraculeuse. Et normalement, un chrétien, avant d'entreprendre un projet, devrait demander l'assistance divine pour que le projet
se déroule bien comme il faut. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Je l'apprécie dans le sens que j'ai cette opportunité de les accompagner spirituellement dans leur projet de pêche. Justine Laberge-Vaugeois du duo Alpha Rococo était l'invitée d'honneur du festival La Crue des mots à Montjoly et Marc Després de TV Métis s'est entretenu avec le sympathique duo. Je me trouve avec les deux membres d'Alpha Rococo de la belle visite à Montjoly. Mais tout d'abord, Justine, c'est que vous êtes invitée d'honneur de La Crue des mots. Oui, avec grand étonnement, en fait. Ben, tu sais, j'ai été appelée par Ananda qui me demande est-ce que ça te tenterait de venir. J'ai jamais participé encore à un festival littéraire. C'est la première fois que je fais des tournées dans des écoles. Donc là, c'était ma première expérience, puis j'ai adoré ma semaine, vraiment. Comme les jeunes vous appelaient Madame Justine? Ben oui. C'est ça que je disais l'autre fois. Je dis, tu sais, dans le fond, c'est le fun. Pour moi, ça rajeunit mon public, tu sais. C'est un autre beat, parce qu'avec Alpha Rococo, c'est plus le soir. Là, c'était le jour. Ça rajeunit mon public, sauf que ça me rajeunit pas parce que je me fais appeler Madame Justine. Mais bon, j'haïs pas ça, là. Parce que, bon, il faut le dire aussi pour les gens à la maison, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais maintenant, vous êtes aussi écrivaine, là. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, depuis les 2 dernières années, j'ai sorti 2 livres jeunesse que j'ai illustrés aussi. J'ai écrit et illustré. Donc, c'est nouveau dans ma vie, cet aspect-là. Puis, j'ai fait des salons du livre, je me suis promenée un peu, j'ai fait des petits ateliers comme ça, mais de rentrer dans les écoles, de rentrer dans l'univers de l'enfant comme ça, dans son école, c'était la première fois. Puis, c'était génial pour moi. J'avais comme pas rencontré mon public à ce point-là. Là. Et vraiment en intimité parce que c'est directement dans les classes. Oui, c'est ça. C'est vraiment, le contact est direct, puis je vois les réactions. La plupart ne connaissaient pas mes livres encore, donc c'est bien. Puis mes sujets de livres, comme mon premier livre que j'ai sorti, Un hérisson dans le bedon, ça parle de l'anxiété. Donc, il y a beaucoup d'enfants que ça a résonné chez eux. Puis à la fin, j'avais tout le temps, parce que les enfants, c'est comme des livres ouverts, là, ils ont toujours envie de nous partager leur expérience. Puis à la fin des lectures, j'avais tout le temps droit à plein de témoignages ou d'histoires qui leur étaient arrivées. Puis c'était un beau partage. Bref, ça tournait vraiment en discussion. Oui, ça tournait en discussion à la fin des lectures, oui. Et à ce moment-là, est-ce que c'est la pandémie qui vous a amené donc à prendre cette voie-là? Bien, moi, j'ai pas choisi cette voie-là. C'est ça qui est étrange, okay. C'est que j'ai toujours dessiné. Donc, puis pendant la pandémie, j'ai un peu plus dessiné qu'avant. J'avais moins envie de chanter, je dessinais. Puis ma fille Marine, qui avait 6 ans à ce moment-là, elle avait beaucoup d'anxiété. J'essayais de l'aider, je savais pas comment. Puis elle, ça se manifestait par des maux de ventre. Elle avait toujours mal au ventre. Puis là, un jour, j'ai dit, mais tu as peut-être un petit hérisson dans ton ventre. C'est peut-être ça là, qui te cause des soucis. Puis là, j'ai vu la lumière s'allumer dans ses yeux. J'ai vu que ça l'interpellait. Puis elle était comme, ben oui, c'est ça que j'ai. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu plein d'idées, j'avais plein d'images. Je me suis mis à dessiner, à écrire, à rassembler ça. Puis je me suis dit, je vais y faire un livre de chevet juste pour elle, que je vais faire relier, puis ça va être son petit livre pour la rassurer. Donc là, j'avais presque terminé. Je l'ai montré à une de mes tantes parce que j'étais contente. Puis j'étais comme, regarde ce que j'ai fait. Puis elle me dit, ben là, j'aimerais ça le montrer à mon amie Christine Michaud. Mais Christine Michaud est une autrice qui est publiée chez Édito, du groupe Gallimard. Elle écrit des livres pour adultes, mais de développement personnel. Il y a beaucoup de travail sur le stress aussi. Donc, elle, ça l'interpellait vraiment. Puis elle me dit, mais il faudrait
que j'en parle à mon éditeur. Puis finalement, le lundi matin, je reçois un appel de Gallimard. J'étais comme, « Ah! Mais là, moi, j'ai pas fait ça pour ça. » Puis là, je capotais. Puis j'étais comme, « Faudrait que je refasse mes dessins, ils sont pas corrects. » Puis là, je paniquais. Puis il était comme, « Non, on le veut comme ça, ton livre. » Fait que finalement, ma fille Marine, elle l'a reçu en même temps que tout le monde. C'est un beau cadeau. Bien, c'est une histoire... J'en reviens même pas encore, tu sais. Je suis comme, c'est donc bien le fun. Puis c'est sûr que j'ai aimé ça, j'ai aimé le processus, j'ai aimé ça dessiner, raconter une histoire. Puis j'en ai plein dans ma tête des histoires, là. Mon téléphone, il est plein dans mes notes, là, de nouveaux sujets. Puis comme j'ai 2 enfants, je me disais aussi que... Bien là, c'était très injuste s'il y avait une de mes filles qui avait un livre sur le hérisson, puis que mon autre fille, Luna, elle avait rien. Fait que puis elle avait tellement... Elle parlait tout le temps de notre chien qui est décédé. Donc, je me suis dit, je vais faire un livre sur le deuil. Je vais aborder ça doucement avec Luna. Ça va être... Là, j'avais plein d'idées, donc j'ai publié aussi un 2e livre. Là, j'ai pas un 3e enfant, mais j'ai d'autres idées. Vous m'avez devancé. J'en veux pas d'autres non plus, mais j'ai plein de neveux, nièces. Tu sais, justement, en allant dans les écoles, c'est là qu'on a des contacts avec d'autres enfants qui nous racontent leurs histoires. Moi, j'ai tout le temps mes antennes allumées pour essayer de capter des nouvelles idées. Fait que j'ai des petits personnages, peut-être. Là, j'ai été beaucoup à l'écoute pour donc, ce n'est qu'un début. Exact. Et bien entendu aussi, c'est l'occasion d'avoir droit ici au Château Landry ce soir même à un beau spectacle d'Alpha Rococo. Donc, est-ce que c'est bien de pouvoir justement faire de tels spectacles, version intime en quelque sorte? Ben oui, on a profité de l'occasion pour un petit peu joindre nos les deux mondes, exactement, le monde littéraire et le monde musical. Puis on trouve ça le fun. Puis en plus, on est avec nos enfants, fait qu'il y a le monde familial aussi. Fait que c'est all-in, là, tu sais, on est ici. Puis, c'est super le fun d'être ici, premièrement. Superbe endroit, d'ailleurs, le Château Landry, qu'on découvre. Puis, on découvre aussi une super équipe, aussi, le CLAC, l'équipe de la Crue des Mots, vraiment un accueil fantastique, là. J'ai été agréablement surpris aussi. Puis, c'est ça, ça nous permet de faire un spectacle ici qu'on fait en duo, en fait. Mais on a des petits beats aussi, puis moi, je me loupe aussi des fois, donc je fais des boucles avec la guitare. Donc, ça reste quand même assez festif et rythmé, malgré le fait que nous ne soyons que 2. Puis on aime bien ça parce que c'est léger quand même à transporter. Ça prend pas trop de place sur scène, mais on garde quand même l'esprit de notre projet Alpha Rococo aussi. Et bon, bien entendu, ce sera les grands succès d'Alpha Rococo, mais quelques petites surprises avec l'arrivée d'un nouvel album. Oui, bien c'est ça, on travaille là-dessus. Là, on a déjà sorti quelques chansons là, dans les derniers mois, dernières années qu'on va faire ce soir, je crois. Oui. OK. Non, mais on est toujours prêt pour les faire. On les apprendre. Oui, on les connaît. Non, mais c'est juste des fois, tu sais. Mais oui, c'est ça. Puis c'est ça, là, on est pas mal avancé dans notre prochain album là, qui devrait voir le jour dès que possible. On a vraiment hâte, en fait, de sortir ça, du nouveau matériel, puis de repartir sur la route, tu sais, plus officiellement. Là, de revenir dans la région ici. On était déjà venus dans le coin, mais là, on s'est passé une semaine au même endroit. C'est rare que ça nous arrive. Fait que là, on veut plus s'en aller. Oui, puis en fait, on était venus souvent. On est rarement resté dans le coin, sur la rive ici. Tu sais, on a plus de passage. C'est ça, plus de passage. On a joué souvent, puis même plus de l'autre côté. Puis c'est vraiment la première fois qu'on passe une semaine ici. Puis écoute, on est en amour, littéralement, avec les couchers de soleil là, hallucinants qu'on voit à chaque soir. Le bord de la mer, les gens... On n'a pas ça à Montréal. Non, on n'a pas ça à Montréal. Puis je sais pas, là, il a fait super beau cette semaine. Fait qu'on a vu vraiment un feeling de bord de mer incroyable. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que ça vous a même inspiré peut-être quelques airs? Ou on aimerait... Oui, mais on aimerait ça revenir peut-être en création avec... à l'esprit de venir écrire des chansons. Là. Le Défi Santé de Plessisville proposera le 18 mai prochain une course de 1 km pour les enfants, une course de 10 km pour des adultes, ainsi qu'une marche de 2,5 km et une marche de 5 km afin de recueillir des fonds pour les écoles de la région. Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable était sur place pour le lancement de cette 10e édition du Défi Santé. Ce sera notre 10e édition
du défi santé. Pour souligner cette 10e édition-là, on a décidé de préparer un petit vidéo et on va vous le présenter en primeur aujourd'hui. Une vidéo qui fait un petit survol des 9 premières années du défi santé. Donc, encore une fois, comme je disais, nos partenaires sont de la partie. On a 6 partenaires majeurs cette année. 2 autres se rajoutent. Donc, je vous les renomme pour ceux qui étaient là dans les dernières éditions. Ville de Plessisville, le Club Richelieu, Jackalope, la Polyvalente La Samar, et s'ajoute à ça Amex, Boisfranc et Fruits d'Or qui sont dans nos partenaires majeurs. Donc, vous verrez ces partenaires-là avoir un nom d'une course de notre défi. Ça nous a un petit peu demandé de réorganiser nos affaires parce qu'on avait tellement de partenaires majeurs que maintenant, on a dû séparer la marche et la course parce qu'on avait l'heureux problème d'avoir beaucoup de monde. On en profite pour inviter la population, les gens de Plessisville à s'inscrire au défi santé. Encore une fois, cette année, 3 façons de s'inscrire. Peut-être la dernière édition à avoir 3 façons de s'inscrire. On a toujours, évidemment, le site Internet qui est là pour rester, défisantéplessisville.com. Par la poste, je vous garantirai pas que ça va être de retour l'an prochain, mais cette année, les gens peuvent s'inscrire par la poste. On va avoir des dépliants dans nos différents partenaires, dans les commerces de la région aussi. Entre autres, évidemment, chez GoSport et tous nos partenaires, on aura des dépliants que les gens pourront remplir et envoyer à l'adresse qui est écrite dessus. Et sur place, le 18 mai, à partir de 16h30, ceux qui vont profiter de la préinscription, parce qu'encore une fois, cette année, on a un tarif réduit pour ceux qui vont s'inscrire avant le 1er mai. Okay? Donc, avant le 1er mai, les tarifs sont de 15 $ pour la population en général et on a un prix étudiant qui est la modique somme de 5 $. Le tarif à 15 après le 1er mai, à partir du 1er mai, passe à 25 et le tarif à 5 à partir du 1er mai passe à 10. On a une nouveauté cette année. Tous nos départs seront séparés. Donc, on avait l'habitude de faire un départ pour le 1 km enfant qui était à 18h30, si je m'abuse, 18h15. Et après ça, tous les autres départs étaient en même temps. Cette année, le départ du 1 km est toujours à 18h15, mais après ça, ça va y aller dans l'ordre qui suit. Le 10 km va être à 18h35, les 5 km marche et course à 18h40 et les 2,5 km marche et course, 18h45. Okay? Donc, pour les noms des courses, en lien avec nos partenaires, 1 km Richelieu, le 10 km course Amex Boisfranc, 5 km course Fruits d'Or, 5 km marche Ville de Plessisville, 2,5 km course des Pionniers et 2,5 km marche Jackalope. Cette année, notre service de garde revient aussi. Donc, pour les parents qui voudraient courir et avoir justement un service de garde pour les enfants, que cette année, on a qualifié de 3 ans et plus. On n'avait pas d'âge déterminé avant, mais on s'est dit que ce serait pratique parce que des fois, ça menait à des petites questions, même entre nous, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Donc là, on a statué que 3 ans et plus vont pouvoir, ont assez d'autonomie pour pouvoir être dans un service de garde plus primaire. J'ai un petit message du maire qui invite la population et aussi les entreprises de la région à se faire des équipes parce que je crois que la ville de Plessisville vont eux-mêmes se bâtir une petite équipe qui vont venir marcher ou courir au défi santé. Donc, M. Pierre Fortier qui lance l'invitation aux entreprises et organismes de la MRC de l'Érable à se former une équipe et à venir participer au défi santé. Monsieur, pourquoi c'est important de faire cette activité ici à Plessisville? Bien, écoutez, pour la ville de Plessisville, c'est une activité qui est très importante, surtout en début d'année. C'est le fun qu'on ait une activité comme ça au mois de mai. Fait que ça incite les gens ont hâte qu'il fasse beau. Puis c'est une activité qui fonctionne. On est la ville, on est partenaire depuis les 9 premières années. C'est la 10e édition cette année. Donc, on est partenaire majeur depuis le début. Donc, pour nous, c'est une activité qui est très importante pour les saines habitudes de vie. Puis c'est très important pour nous. On a un très bon comité d'organisation pour le défi. Donc, c'est très plaisant pour une ville. Qu'est-ce que vous attendez sur la participation?
C'est sûr que la participation, bien, les autres, ils ont toujours un objectif de 500. On l'a atteint l'année passée. Donc, ils espèrent, le comité organisateur, d'avoir encore au moins 500 personnes, et sinon plus, là. Fait que c'est bien le fun quand on organise quelque chose que ça fonctionne. Puis les autres, ça fonctionne très bien. Donc, on est bien heureux de ça, là, à la ville de Plessisville. En quoi consiste la 10e édition de ce défi? Bien, c'est certain qu'en tant que 10e édition, on voulait faire une édition record. On voulait amasser le plus de fonds possible pour redistribuer ça dans nos écoles de la région. Puis aussi, on voulait avoir le plus de coureurs possible là, comme 10e édition. Donc, c'est nos objectifs là, pour cette année. Quelle est la mission principale de faire cette activité? C'est sûr qu'on veut véhiculer des saines habitudes de vie. On veut faire courir aussi le plus de gens possible, tant chez les jeunes que les plus vieux. Donc, c'est vraiment de faire véhiculer des saines habitudes de vie puis prendre des bonnes habitudes aussi là, à garder pour les années suivantes. Quelles sont les écoles qui vont participer dans ce défi? En fait, toutes les écoles primaires sont impliquées dans la région, plus l'école secondaire, donc l'École Sainte-Famille, Saint-Édouard, Notre-Dame, Jean-Rivard, les écoles des régions, des villages aux alentours aussi, Villeroy, Val-Alain, Lourdes, Laurier-Ville, Lister, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie et Inverness. Je pense que j'en ai pas oublié. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à bientôt.